Donc, je suis Isabelle Barraud-Sarfati, je suis consultante en économie urbaine au sein d'une structure que j'ai fondée il y a maintenant 11 ans, qui s'appelle IBCity. Et fondamentalement, ce que je fais, c'est que j'importe les outils de l'analyse stratégique dans le champ de la fabrique urbaine, avec la conviction que ça permet de voir des choses qu'on ne voit pas traditionnellement et que ça permet d'outiller la question de l'allocation des ressources rares, que sont notamment l'argent public, le foncier, les ressources naturelles, la bordure de trottoir, etc. Alors, je crois que ce qui est important, c'est de bien comprendre que la notion d'aménageur, c'est en fait un acteur qui est très français, qui existe assez rarement dans d'autres pays, et notamment pas dans les systèmes anglo-saxons. Et je pense que ce qu'il faut bien remettre en perspective, c'est à quoi sert l'aménageur. Il y a à la fois le métier de l'aménageur, alors chacun sait ce qu'est un aménageur, il va acheter du foncier, le recomposer, définir les grandes orientations d'aménagement, puis découper des lots, définir la constructibilité et vendre le foncier à des promoteurs. Ça, on va dire, c'est les activités de l'aménageur, en fait. Mais à côté de ça, il y a à quoi sert l'aménageur, et je pense que fondamentalement, ce que fait l'aménageur, c'est d'organiser la péréquation et le financement des équipements d'intérêt général, en fait. C'est-à-dire permettre notamment de faire en sorte que des programmes plus rentables financent des programmes moins rentables. Donc, par exemple, selon les localisations, ça va être les logements et les bureaux qui vont être les plus rentables, qui vont servir à financer des programmes moins rentables comme les équipements publics ou les commerces ou les pieds d'immeubles, et puis les espaces publics. Déjà, dans le modèle français, ce qu'il faut bien voir, c'est cette succession des acteurs sur la chaîne de l'aménagement et de l'immobilier. Donc d'abord, des propriétaires des fonciers initiaux, puis l'aménageur qui va acheter ces fonciers, puis qui va vendre des charges foncières, donc des terrains avec des droits à construire, à des promoteurs qui vont ensuite les vendre à des investisseurs qui vont pouvoir soit être occupants eux-mêmes, soit le louer à des occupants. Dans le modèle anglo-saxon, notamment dans le modèle anglais, on voit bien que cet acteur de l'aménageur, il n'existe pas. Et ce qu'on va avoir, en fait, c'est plutôt un opérateur-développeur qui va prendre un peu le rôle de l'aménageur dans le sens où il va participer à la fabrication des terrains. Il va notamment pouvoir prendre en charge la dépollution, la démolition. Mais il va aussi être présent sur tout le maillon de la promotion, c'est-à-dire qu'il va réaliser les immeubles. Et puis, souvent, il va être présent sur le maillon de la détention, c'est-à-dire qu'il va jouer un rôle d'investisseur et il va rester propriétaire du morceau de ville qu'il a fabriqué tout au long du quartier. Et ça, c'est une différence assez fondamentale, parce que dans le système français, où on a cette succession aménageur-promoteur, il se trouve qu'après le promoteur, une fois que le quartier a été livré et que le quartier et les immeubles ont été livrés, l'aménageur et les promoteurs ont vocation à disparaître. Dans le modèle anglais, le développeur, investisseur, reste présent tout au long du projet. Et donc, si on compare le système anglais et le système français, de ce point de vue-là, on voit bien que finalement, dans les deux cas, on va avoir des propriétaires privés qui vont détenir ces espaces communs réalisés dans le cadre de macrolots, mais qui vont être de nature très différente. Dans le modèle anglais, finalement, en schématisant, ça va être plutôt des gros investisseurs institutionnels financiers qui vont détenir ces espaces communs. Dans le modèle français, finalement, à partir du moment où le morceau de ville a été fabriqué dans le cadre d'un macrolot ou d'un macro-macrolot et que ça n'a pas fait l'objet d'une rétrocession à la collectivité, ça va appartenir à une assemblée de copropriétaires qui sont plutôt des petites personnes, des petits propriétaires individuels en fait. L'aménageur, traditionnellement, il n'était pas véritablement interpellé sur la question des usages et de ce qui se passait après la vie du quartier. Et là, il me semble qu'il est interpellé de deux manières. Il est interpellé parce que la question, c'est de savoir si la ville qu'il va fabriquer sera toujours adaptée au mode de vie une fois que le quartier sera livré. Et aujourd'hui, un des enjeux des aménageurs, c'est justement de ne pas dessiner quelque chose qui sera obsolète une fois la livraison. Et puis, d'où le fait que beaucoup d'aménageurs aujourd'hui se disent préoccupés par la question des usages, en fait, et s'interrogent sur comment pouvoir investir davantage cette question des usages. Et puis, il y a la question effectivement des modes de gestion du quartier, c'est-à-dire comment s'assurer que le quartier vive bien et que le fonctionnement du quartier se fasse de manière optimale. Ouais, je pense qu'effectivement la question de la gestion doit être intégrée dès le départ dans la réflexion du projet. Moi j'avais coutume de dire en fait que je pense que pour bien monter un projet d'aménagement, il faut une approche intégrée des trois dimensions que sont 1, la programmation, 2, l'écriture urbaine tenue par l'architecte urbaniste, et 3, la question du montage économique et opérationnel. Et c'est vrai que maintenant je rajouterai une 4e dimension qui est la question de la gestion, c'est-à-dire qu'effectivement la question des modes de gestion du quartier doit, me semble-t-il, se poser dès l'amont avec les autres dimensions du quartier.